Chapitre 6. L'hélicoptère de la sécurité civile reprit ses rondes le lendemain matin dès l'aube. On le voyait passer à intervalles réguliers. On levait la tête, on le suivait des yeux. D'autres gendarmes du département vinrent prêter main forte à leurs collègues de Beauval. Les camionnettes, les voitures bleues passaient et repassaient par le centre-ville pour aller sillonner les routes avoisinantes. Il y aurait bientôt 24 heures que le petit Rémi avait disparu. Chez les commerçants où les nouvelles s'échangeaient, le pessimisme dominait, ainsi qu'une colère un peu confuse qui se retournait tantôt sur la gendarmerie, tantôt sur la mairie. Car enfin, les gendarmes en avaient mis du temps avant de s'intéresser à cette disparition, non ? Ils auraient dû le chercher tout de suite, ce petit. Sur leur délai d'intervention, les avis divergeaient. Certains disaient 3 heures. C'est énorme, 3 heures, quand disparaît un gamin de 6 ans. D'autres disaient plus de 5 heures. En fait, personne ne faisait le même calcul, parce que personne ne partait du même moment. À quelle heure s'était-on rendu compte de son absence à ce petit ? Vers midi ? Non. Il était au moins 14 heures. Quelqu'un avait vu Madame Desmet s'inquiéter chez les commerçants. Pas du tout. Rémi a accompagné son père qui reprend l'usine à 13h45. Bon, disait Madame Carnevel. Pour l'horaire, on n'est pas très sûr. Mais c'est quand même la mairie qui aurait dû agir. Là-dessus, à peu près tout le monde était d'accord. Monsieur Weiser ne voulait même pas prévenir les gendarmes. Il disait que le petit allait revenir et qu'on aurait l'air cloche d'avoir appelé pour rien. Antoine ne quittait pas sa chambre. Il tentait de se concentrer sur son Transformers, en surveillant le jardin des voisins, où il ne se passait plus grand-chose. M. Desmet était parti sur les routes dès l'aube, à la recherche de Rémi. On ne l'avait plus revu. La mère d'Antoine, elle, revenait régulièrement à la maison, avec de nouvelles informations qui contredisaient les précédentes. En fin de matinée, une voiture de la télévision régionale arriva en ville. Une journaliste interrogea les passants. L'équipe vint filmer la maison des Desmet et repartit. Madame Courtin rentra vers midi et annonça qu'un professeur du collège était entendu par les gendarmes depuis le début de la matinée, mais elle était incapable de donner son nom. Après quoi l'information circula. Les plongeurs de la sécurité civile seraient sur l'étang vers 14 heures. Madame Courtin alla chez Bernadette pour lui conseiller, et elle n'était pas la seule, de ne pas s'y rendre, mais en pure perte. Vers 13h30, ils étaient une douzaine dans le jardin à l'accompagner, qui pour l'aider, qui pour la soutenir. Lorsqu'ils partirent, on aurait juré qu'ils allaient à un enterrement. Ça n'était pas un comportement bien confiant. Antoine vit le groupe s'éloigner. Devait-il s'y rendre lui aussi ? Ce qui le décida, c'est la certitude qu'on ne trouverait rien. Il y avait foule sur le chemin. De loin, il était difficile de savoir s'il s'agissait d'une procession ou d'un événement touristique. Madame Antonetti, assise sur le trottoir sur sa chaise canée, regardait défiler les Beauvalois avec un mépris aveuglant, auquel plus personne ne faisait attention depuis longtemps. Les gendarmes avaient placé des barrières de sécurité empêchant la population d'approcher du bord de l'étang. Il fallait laisser travailler les plongeurs. Lorsque Bernadette arriva, soutenue par Madame Courtin et Claudine, le fonctionnaire de service ne sut pas quoi faire. On ne pouvait quand même pas interdire à la mère d'être présente, s'indigna-t-on autour de lui. L'agent était réticent, mais les barrières commençaient à frémir. On entendit quelques cris, une injure fusa. On retrouvait l'état un peu fébrile qui accompagnait cette histoire depuis les premières minutes. Le fonctionnaire préféra s'écarter et se posa alors la question. Qui allait-il laisser pénétrer sur la zone pour accompagner Bernadette ? Heureusement, le capitaine des gendarmes arriva. D'autorité, il prit le bras de Bernadette et la guida lui-même jusqu'à la camionnette, où il lui servit du thé de son thermos. D'où elle se trouvait, elle ne voyait rien de ce qui se passait sur l'étang. Mais elle était là. Antoine resta loin. Émilie le rejoignit. Elle voulut entamer la conversation, mais elle n'en eut pas le temps. Déjà arrivait Théo, puis Kevin, et bientôt tous les autres, les garçons et les filles. Ils avaient tous adopté la mine de leurs parents, les mots de leurs parents. Certains ne connaissaient Rémi que d'assez loin, mais on avait le sentiment qu'il était le petit frère de tous les enfants, comme il était déjà le fils de tous les adultes. C'est M. Guénaud qu'ils ont arrêté, lâcha Théo. Cette révélation causa un choc. C'était un prof de sciences, un type très gros, sur lequel couraient des bruits. Certains l'avaient vu, à Saint-Hilaire, sortir de certains endroits. Émilie, surprise, se tourna vers Théo. « Il n'est pas chez les gendarmes, monsieur Guénaud. On l'a vu ce matin. » Théo fut catégorique. « Si tu l'as vu ce matin, c'est qu'il n'avait pas encore été arrêté. Mais moi, je peux t'assurer qu'il est chez les gendarmes et que, bon, je peux rien dire de plus.
C'était lassant cette manière de retenir de l'information dans le seul but de se faire prier. Mais il était toujours comme ça, à vouloir faire l'important. On avait besoin de savoir, plusieurs voix insistèrent. Théo fixait ses chaussures, les lèvres serrées, comme s'il balançait sur l'attitude à adopter. « Bon, dit-il enfin, mais gardez-le pour vous, hein. » Il y eut un petit bruissement de promesses. Théo baissa la voix. Il devenait à peine audible. Il fallait se pencher pour l'entendre. « Guénaud, il est pédé. On dit qu'il a déjà fait des choses avec des élèves. Il y a eu des plaintes, mais ça a été étouffé. Par le principal du collège, évidemment. Il paraît qu'il les aime très jeunes. Vous voyez ce que je veux dire. On l'a vu plusieurs fois du côté de chez les Desmet. On se demande même si le principal, lui aussi... Le groupe était abasourdi par ces nouvelles. Antoine, lui, ne comprenait plus très bien ce qui se passait. La veille, les gendarmes avaient eu l'air d'inquiéter M. Desmet, après quoi, ils lui avaient fichu la paix. Ce matin, c'était M. Guénaud, et peut-être le principal du collège. On cherchait du côté de l'étang où Antoine savait qu'on ne trouverait rien. Pour la première fois depuis 24 heures, il sentit sa poitrine se desserrer légèrement. Le risque s'éloignait-il? Il ne pouvait pas s'enfuir, mais il ne parvenait pas à se défaire de cette interrogation. Et si on ne retrouvait jamais Rémi? Toute la journée, cet endroit près de l'étang, d'où personne ne pouvait rien voir et qui ne conduisait nulle part, fut comme une annexe de Beauval. Les informations y arrivaient au terme d'un chemin que personne n'aurait pu reconstituer. Elles en repartaient enrichies de commentaires, c'est-à-dire presque entièrement nouvelles. En milieu d'après-midi, il s'établissait une relation très étroite entre la recherche des hommes grenouilles là-bas, sur l'étang, et l'arrestation d'un homme sur l'identité duquel, malgré les assurances de Théo, les avis restaient partagés. Dans cette course à la culpabilité, M. Guénaud tenait la corde, mais le chauffard faisait bonne figure, celui qui avait renversé le chien de M. Desmet l'avant-veille. Tué net, disait-on. Le pauvre Roger n'avait plus eu qu'à mettre son chien dans un sac poubelle. Et pensez-vous qu'il se serait arrêté, le type, pour s'excuser? Je t'en fiche. Et justement, quelqu'un l'avait vu, cette voiture, au sortir de Beauval, une Fiat, ou une Citroën, bleu métallisé, immatriculée 69, tous des chauffards là-bas. Mais était-ce le même jour? Le chien n'a pas été tué la veille de la disparition du petit. Mais elle est revenue, qu'on vous dit, la Fiat. Dans l'ordre des candidats à la culpabilité, on avait bien risqué encore 2 ou 3 autres noms, comme celui de M. Danesy, le patron de la scierie du Pont. Mais l'information n'avait pas beaucoup de crédit. Elle venait de Roland, un employé avec qui il s'était battu quelques semaines plus tôt, pour une histoire de vol. Il n'avait pas été tiré au clair. La rumeur est une sauce fragile. Elle prend ou elle ne prend pas. Celle-ci ne prenait pas. Quant à M. Desmet, il figurait comme un outsider peu crédible. Bourru, souvent brutal, volontiers bagarreur, il n'était pas apprécié. Mais il avait la supériorité indiscutable d'être quelqu'un de Beauval, par définition moins soupçonnable que M. Guénaud, qui venait de Lyon, ou a fortiori que le chauffard, qui ne venait de nulle part. Personne ne pensait sérieusement qu'il ait pu enlever ou tuer son fils. Pourquoi l'aurait-il fait? D'ailleurs, les gendarmes avaient ratissé tout le secteur du chemin qu'il aurait emprunté avec Rémi pour se rendre à l'usine, et ils n'avaient rien trouvé. En fait, même ceux qui n'aimaient pas Roger Desmet avaient du mal à le soupçonner. La simple idée que quelqu'un avait pu tuer Rémi, un amour de gosse, connu partout pour sa petite bouille ronde et ses yeux vifs, pétrifiait parfois les conversations, de longs silences s'installaient sur l'image dont personne ne parvenait à se représenter toute l'horreur. Même Antoine n'y parvenait pas, parce qu'au fil de l'après-midi, sa propre conscience de l'événement s'était transformée. Il était l'avant-dernière personne à avoir aperçu Rémi vivant. Sur ce fait, les esprits s'échauffaient parfois. Antoine avait-il vu Rémi avant ou après que le petit avait fait un bout de chemin avec son père? Grave question. C'était une affaire de minutes, bien difficile à trancher. Aussi, à de nombreuses reprises, Antoine fut-il contraint de raconter la scène. On s'attroupait autour de lui, on écoutait une énième fois la relation du moment où il sortait de sa maison. On revoyait avec lui le petit Rémi planté près des clapiers démolis par son père. On se figurait les sacs poubelles, dont l'un contenait le corps du chien. Antoine finit par croire lui-même à cette fiction. Lorsqu'il la racontait, il la voyait. Il y était, son histoire prenait à ses propres yeux, comme à ceux de ses interlocuteurs, une densité qui, peu à peu, approchait la vérité. Théo Weisser, qui s'était fait voler la vedette, restait en retrait. Antoine l'observait du coin de l'œil, toujours entouré de copains de l'école ou du collège. Théo chuchotait en le regardant de biais. Sans savoir pourquoi, Théo et lui ne s'étaient jamais aimés. Émilie, Théo et lui
formaient une sorte de trio informel et étrange. Antoine était un bon élève qui venait de terminer son premier trimestre de 6e avec d'excellents résultats dans quasiment toutes les matières. Émilie était une élève moyenne, de celle qu'on orienterait en 3e vers la filière à la mode cette année-là. Théo, lui, était un cancre, mais assez astucieux pour n'avoir redoublé qu'une seule fois. Il avait 1 an de plus que les autres, et il n'était pas dans la même classe qu'Antoine et Émilie. Il était avec Kevin et Paul. Cette situation, d'être ainsi les seuls de Beauval dans cette 6e, de se connaître depuis toujours, de se voir tous les jours, aurait dû rapprocher Antoine et Émilie. Mais il avait beau faire. Sa dernière tentative pour lui proposer de sortir avec elle s'était soldée sous la cabane de Saint-Eustache par un échec cinglant. Avec les filles, d'une manière générale, il ne savait pas très bien y faire. Avec Émilie, c'était encore pire. Alors qu'avant toute cette histoire, elle était de tous ses rêves et de tous ses fantasmes. Les plongeurs s'arrêtèrent un peu avant 17 heures, et ce qui restait de population se résolut à revenir vers Beauval. Antoine pressa le pas pour rejoindre Émilie, qui marchait en compagnie de quelques filles. Il ressentit tout de suite la réticence avec laquelle il était accueilli. On ne le regardait pas franchement, on ne lui adressait pas la parole. Avait-il exagéré en acceptant de raconter maintes fois sa petite histoire ? Lui en voulait-on d'avoir mobilisé tant d'attention ? N'y tenant plus, il prit de force le bras d'Émilie et la contraignit à s'éloigner de quelques pas. « C'est Théo », finit-elle par dire. Ça n'avait rien de surprenant. « Il est jaloux, c'est tout. »« Oh non !» s'écria Émilie, « c'est pas ça. » Elle baissa les yeux, mais, au fond, elle brûlait de dire la vérité à Antoine, qui n'eut pas beaucoup à insister. Il dit comme ça que c'est toi qui as vu Rémi en dernier, et quoi ? La voix d'Émilie devint grave, fébrile. Et que Rémi venait souvent te retrouver dans le bois. Antoine fut traversé d'un spasme, comme s'il était frigorifié, qu'il avait soudain pris froid. Et il dit qu'au lieu de draguer l'étang, on ferait mieux d'aller fouiller du côté de Saint-Eustache. C'était une catastrophe. Émilie le fixa longuement, la tête légèrement penchée, cherchant à démêler le vrai du faux. Antoine demeura un moment sous le coup de cette révélation. Ce Théo était vraiment d'une méchanceté rare, d'une jalousie sordide. Il ne vint pas à l'esprit d'Antoine que, sans le savoir, Théo exprimait une vérité. Ce qui emporta sa décision, ce fut le regard d'Émilie, interrogatif. Il ne prit pas le temps de réfléchir à la situation, ni à ses conséquences. Il se mit à courir après le groupe. En pleine course, il tendit les 2 bras qui frappèrent Théo dans le dos et lui donnèrent une poussée qui le propulsa 2 mètres plus loin. Les filles se mirent à crier. Antoine se précipita sur Théo, s'installa à califourchon sur sa poitrine et commença à lui pilonner le visage, les 2 poings fermés. Ça faisait des bruits que personne ne connaissait, sourds, organiques. Théo était plus grand et plus fort qu'Antoine, mais l'attaque l'avait pris totalement au dépourvu. Quand il parvint à renverser son adversaire, il avait déjà le visage en sang. Antoine se retrouva couché sur le flanc. Il vit Théo s'apprêter à se relever. Il fut le plus rapide. Il était debout. Il regarda autour de lui, chercha une pierre, trouva un bâton assez large, fit un pas, s'en saisit, et, alors que Théo venait vers lui, en titubant, Antoine le leva à 2 mains et le lui abattit sur le côté droit du visage. C'était un bâton d'une 40aine de centimètres de long, assez large, mais totalement pourri. Il explosa sur le crâne de Théo avec un bruit spongieux. Antoine se retrouva avec, dans les mains, un morceau de bois déchiqueté de la couleur d'un champignon. Le petit groupe était tellement sidéré par cet épisode que personne ne se soucia du ridicule de la situation. Même si son attaque se terminait de façon piteuse, Antoine venait de donner l'assaut à une autorité qui, jusqu'ici, n'avait jamais été contestée. Des adultes arrivèrent pour séparer les belligérants. Les cris, l'empressement, les mouchoirs, on nettoya le sang. C'était heureusement peu de chose, une lèvre fendue. On reprit bientôt le chemin de Beauval. Le groupe d'enfants se sépara spontanément en 2. Il y en avait davantage du côté d'Antoine que de Théo. Antoine se passait nerveusement la main dans les cheveux, décontenancé, dérouté par une troublante similitude. En 2 jours, il avait frappé 2 fois un garçon d'un coup de bâton. Le premier, celui qui ne le méritait pas, il l'avait tué. Allait-il devenir un cogneur obtus, aveugle, comme on en voyait dans les cours de récréation ? Il s'aperçut qu'Émilie marchait à côté de lui.
Il n'aurait pas su dire pourquoi, il n'en fut pas rassuré. Cette manie des filles d'aimer les bagarreurs. Un peu avant 17 heures, la camionnette de la gendarmerie ramena Bernadette Desmet chez elle. La vision de cette femme, tassée par l'angoisse, serrait le cœur. En attendant le retour de sa mère, Antoine alluma le téléviseur et regarda le journal. Le reportage sur l'inquiétante disparition du petit Rémi Desmet. Se succédèrent quelques plans de la ville, d'abord l'église, la mairie, puis ce fut la rue principale. Dans une tentative de dramatisation de l'événement, un peu pathétique parce que le journaliste n'avait rien à montrer ni à dire, le reportage suivait un itinéraire partant du centre pour s'approcher de la maison du petit Rémi. Antoine se sentit oppressé de voir ainsi défiler la rue principale, la place, l'épicerie, puis l'école. La caméra se rapprochait non pas de la maison de l'enfant, mais de la sienne. Ce qu'elle cherchait, ce n'était pas l'enfant, c'était lui. Les images montrèrent enfin leur rue, la maison des Mouchottes, avec ses volets d'un vert anglais, puis ce fut le jardin des Desmet. Afin de matérialiser et d'accentuer le vide laissé par l'absence du petit garçon, la caméra fit voir son environnement, s'attardant sur la balançoire pour en souligner l'abandon, sur la porte du jardin qu'il avait dû pousser pour sortir. Lorsque le plan large engloba un morceau du jardin des Courtins, Antoine attendit que la caméra se centre sur sa maison, qu'elle en balaye la façade, qu'elle le cherche, qu'elle le trouve enfin derrière la fenêtre, s'approche et achève sa course par un gros plan sur son visage. Et voici le garçon qui a tué Rémi Desmet et qui a enterré son corps dans le bois de Saint-Eustache, où la gendarmerie va le découvrir demain, à la première heure. Antoine ne put s'empêcher de faire un pas en arrière, de courir se réfugier dans sa chambre. Madame Courtin revint enfin de ses courses en ville, qui lui avaient pris 3 fois plus de temps qu'à l'accoutumée. Antoine l'entendit fourgonner dans la cuisine, puis elle monta le rejoindre. Elle avait le visage tendu. C'est pas un professeur du collège qu'ils ont arrêté. Antoine abandonna son Transformers et regarda sa mère. C'est M. Kowalski.